Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition au Mali, le blocus djihadiste sur le carburant continue d'asphyxier le pays. En Côte d'Ivoire, cap sur les législatives ivoiriennes. Et puis au Soudan, l'exode s'intensifie après la chute d'El Facher. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, à nouveau, bonsoir. On démarre cette édition au Mali. La pénurie de carburant continue de paralyser le pays. Depuis septembre, un blocus imposé par les djihadistes limite l'approvisionnement. Quelques camions escortés suffisent à peine à maintenir un service minimal, notamment à Bamako, tandis que les provinces restent largement affectées. Une situation critique qui impacte le quotidien des Maliens. Extrait France 24. Sur un maillage complet du territoire malien, puisque le JNIM, faut-il le rappeler, qui est né en mars 2017, est une fêtière de plusieurs mouvements djihadistes, parmi lesquels en Sardine, qui lui a apporté le nord, le Front de libération du Massina de Amadou Koufa, qui lui a apporté le centre, et le JNIM est présent dans la zone des 3 frontières et puis dans le sud, sur la frontière avec le Sénégal. À côté de ce maillage du territoire, le JNIM a acquis une capacité opérationnelle et militaire très importante, qui est principalement due au fait qu'il a récupéré des moyens, des équipements importants lors des attaques qu'il fait contre les forces armées de la région, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. Et puis, en dernier lieu, le JNIM a acquis une capacité financière importante en percevant des rançons pour libérer les otages. Par exemple, lorsque le JNIM a libéré en octobre 2020 la Française Sophie Petronin et le chef de l'opposition Soumaïla Cissé, paix à son âme, c'est presque entre 15 et 20 millions qui ont été versés au JNIM, 20 millions d'euros. Et là, on parle récemment d'une libération d'otages qui lui a permis d'avoir 50 millions de dollars. La Côte d'Ivoire se prépare pour ses législatives quelques mois après la réélection d'Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante a validé 1141 candidatures pour 256 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Une élection qui s'annonce intense entre enjeux politiques et rivalités locales. Extrait France 24. L'opposition, le PDCI participera pour défendre son groupe parlementaire. Le parti avait annoncé la semaine dernière la création d'une nouvelle coalition, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie, dans la perspective de ces législatives du 27 décembre 2025. Ce mouvement regroupera plusieurs acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile, notamment le PDCI, le Front populaire ivoirien, le CAPCI, pour en citer que cela, mais aussi des personnalités indépendantes telles que l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Tobi. L'objectif est clair:
constituer une large coalition pour obtenir un maximum de députés à l'Assemblée nationale. En revanche, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo a décidé de boycotter le scrutin, dénonçant des conditions d'élection non crédibles et un climat de répression. Avec ces dépôts désormais clôturés, le paysage politique pour les législatives se précise entre la forte présence du RHDP et une opposition partiellement fragmentée. Certains observateurs estiment que cette décision du comité central du PPAC de ne pas participer aux législatives était prévisible. Pour un parti qui a longtemps dénoncé le cadre électoral actuel, une participation aurait pu être perçue comme une caution donnée à un système jugé responsable de violences, d'arrestation et de fraude électorale, et en contradiction avec la ligne de lutte de leur leader, Laurent Gbagbo. Toutefois, selon des cadres du PPACI avec qui nous avons échangé, nous ont confié que ce retrait risque surtout d'affaiblir le parti et d'ouvrir un espace que d'autres formations politiques pourraient tenter d'occuper, notamment le PDCI de Thiam et le MGC de Simone et Yves Gbagbo, l'ex-épouse de Gbagbo Laurent. Pendant ce temps, le RHDP s'organise et profite du vide que laissent ses opposants pour renforcer son avancée politique sur l'ensemble du territoire national. Et puis au Soudan, la prise d'El Fasher par les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo provoque un exode massif. Chaque semaine, près de 2000 civils fuient vers le Tchad, rapportant massacres, violences ethniques et viols. Un flux migratoire inquiétant qui touche particulièrement la région de Tinné, point d'entrée stratégique. Extrait TV5 Monde. Des bombardements, des armes et des gens tués tous les jours. Ça fait plus d'1 an que nous sommes cachés dans les tranchées, à l'intérieur. Sous terre, et tous les jours, il y a plusieurs centaines de bombardements. Et le jour de l'attaque, tous ceux qui ont cherché à quitter la ville sont morts. À 3 mois des élections générales prévues en février 2026, le Bangladesh traverse une période politique tendue. La condamnation à mort par contumace de l'ex-ministre Autant pour moi, Sheikh Hasina, réfugié en Inde, ravive les divisions dans un pays où région et politique sont étroitement mêlées. Extrait France 24. De piller le palais de la première ministre à Dakar, image à l'extérieur ici. Ces manifestants demandaient depuis plusieurs jours sa démission. C'est chose faite, ça a été confirmé par le chef de l'armée. Sheikh Hasina a quitté le pays. Elle serait désormais en lieu sûr, peut-être en route pour l'Inde. Événement au lendemain d'une nouvelle répression policière qui a fait au moins 94 morts dans le pays. On en compte en tout près de 300 depuis début juillet. À Gaza, le Conseil de sécurité a adopté une résolution américaine soutenant le plan de paix de Donald Trump. Si elle prévoit l'envoi d'une force internationale pour sécuriser et démilitariser le territoire, la population accueille cette perspective avec prudence et scepticisme. Extrait France 24. Israélien a félicité ce matin Donald Trump. Il cite, je cite, son courage et son leadership révolutionnaire, convaincu que ce plan de paix qui a été approuvé dans la nuit, eh bien, il amènera la prospérité et la paix, vous l'avez rappelé, au Moyen-Orient et élargira les accords d'Abraham. Mais Benyamin Netanyahou a surtout insisté sur la partie qui concerne la démilitarisation de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas. Rien, en revanche, sur la partie du plan qui concerne la création d'un État palestinien. On le sait, Benyamin Netanyahou y est opposé, il a rappelé à plusieurs reprises, dont ce dimanche, ainsi que son refus de voir l'autorité palestinienne administrer l'enclave. Mais ce soutien affiché du Premier ministre israélien, il ne lui coûte finalement pas grand-chose parce que sur le terrain, eh bien, c'est encore extrêmement flou. Cette force de stabilisation internationale devrait être composée de plusieurs pays qui n'ont à cette heure pas encore annoncé qu'ils étaient
en mesure d'envoyer des troupes pour assurer du bon déroulé du plan. Le Hamas qui aujourd'hui détient plus de 53% du contrôle de la bande de Gaza s'y est dit formellement opposé et au désarmement ainsi qu'à la présence d'une force internationale à Gaza. Et puis pour conclure cette édition, la conférence Crimea Global se penche sur le sort de près de 18 000 combattants étrangers enrôlés dans l'armée russe volontairement ou non. Des discussions entre représentants militaires et ressortissants des pays concernés sont prévues pour clarifier cette situation délicate. Extrait Africa News. Alors que l'attaque russe en Ukraine se poursuit, Kiev dénonce la présence de plus de 1400 ressortissants africains aux côtés des forces russes. Les autorités ukrainiennes affirment que la Russie a renforcé ses troupes en recrutant des combattants de divers pays, en utilisant parfois des subterfuges. La plupart d'entre eux sont immédiatement envoyés au front où ils sont rapidement tués. Elles ont exhorté les gouvernements africains à mettre en garde leurs citoyens. L'Afrique du Sud a déclaré ce jeudi qu'elle enquêterait sur la manière dont 17 de ses ressortissants ont rejoint des forces mercenaires. Les autorités sud-africaines ont reçu des appels de détresse de ces citoyens demandant de l'aide pour rentrer chez eux. Le Kenya a quant à lui déclaré le mois dernier que certains de ses ressortissants avaient été détenus dans des camps militaires en Russie après avoir été impliqués contre leur gré dans le conflit. Selon Kiev, il y aurait plus de 1400 recrues africaines identifiées, originaires de 36 pays du continent. L'état-major des forces armées ukrainiennes estime qu'au 7 novembre 2025, les pertes russes en personnel depuis février 2022, date du début du conflit, est de plus d'1 100 000 soldats. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.